la location saisonnière. Parce que pour moi, il y a quelque chose qui est essentiel avec la location saisonnière. Il y a un risque imminent et important. Et donc, dans le cadre de la location saisonnière. Dans le cadre de la location saisonnière, il va avoir plus de frais. Donc, il va avoir un peu plus d'impôts, mais l'impôt n'est quand même pas démesuré. Mais il aura un peu plus d'impôts. Mais il aura beaucoup plus de frais. Donc, pour le revenu immeuble, l'administration va considérer que c'est 60% du revenu total. On doit toujours regarder à quelle date initiale le contrat avait été fait. Ça, c'est une déduction particulière. Donc, chaque année, ça peut changer aussi en fonction des gouvernements. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on aimerait aborder une thématique spécifique qui est la question de la location saisonnière. Parce qu'on sait que la location saisonnière, ça peut être un moyen, c'est même un moyen de générer des revenus avec un bien immobilier qui seront plus élevés que dans le cadre d'une location classique. Et donc, on aimerait voir avec Vincent, notre expert comptable fiscaliste en chef, si justement c'est le saint graal de l'immobilier, quels sont les éléments qui sont à prendre en compte lorsque justement on s'oriente vers de la location saisonnière, à contrario de la location classique. Et on prendra un cas facile ici pour vraiment avoir un point de comparaison qui est le cas de la location saisonnière faite par un privé. Donc, je pense qu'au-delà de ça, à mon sens, il y a certains éléments importants qui sont à prendre en compte. On en parlera plus tard dans l'épisode, parce que pour moi, il y a quelque chose qui est essentiel avec la location saisonnière. Il y a un risque imminent et important qui est à prendre en compte, mais ça, on en parlera plus tard. Mais là, on va vraiment se focaliser justement sur les aspects fiscaux. Alors, Vincent, est-ce que, pour les gens qui n'auraient pas vu les précédents épisodes, tu peux rapidement te présenter et puis nous dire justement comment ça fonctionne la location saisonnière au niveau de la taxation en comparaison avec de la location classique. Ok, donc moi voilà, je m'appelle Vincent, je suis expert comptable depuis 2019 et mon petit parcours scolaire c'est un bachelier et ensuite j'ai fait l'UCL, donc un master en sciences et de gestion que j'ai ensuite peaufiné par l'agrégation, avoir le titre expert comptable, un peu comme un avocat. Quand il sort de l'université, il n'est pas encore avocat, il fait le barreau, nous on a fait l'ordre des experts comptables. Et tu es dirigeant du coup d'une fiduciaire depuis plusieurs années. C'est ça, où on est 8, donc moi et ma femme qui sommes actionnaires et nous avons 6 employés. Vous remarquerez que Vincent est misogyne parce qu'il a dit moi et ma femme et pas ma femme et moi. Oups. Mais je vais avoir des problèmes à la maison. Femme et moi. Mais au-delà de ça, on va rentrer du coup dans la question. Justement, Vincent, d'ailleurs, toi, tu investis dans l'immobilier et je pense, et on peut le dire, que tu as un bâtiment que tu vas exploiter justement en location saisonnière. Je pense par contre que tu fais ça au travers d'une société. Mais sinon, pour un privé, quelle est justement la différence de taxation entre de la location classique et de la location saisonnière? Et ça serait bien aussi au montage qu'on puisse faire apparaître justement un tableau où, prenons l'exemple de quelqu'un qui fait louer une maison 850 € par mois. Comment va-t-il être taxé, sans nous donner les chiffres exacts, mais comment ça va se passer la taxation? Et puis, on prendra à contrario quelqu'un qui prend une location saisonnière, qui fait louer à 70 € la nuit, on va dire 70 € la nuit. Donc, location classique, comment ça se passe? Alors, une location classique, c'est très simple. On est taxé sur le revenu cadastral. Donc, on prend le revenu cadastral indexé, majoré de 40%. Ça donne un certain montant, et sur ce montant, vous êtes imposé au taux marginal. Le taux marginal, c'est le taux d'impôt le plus élevé, dans quelle tranche d'imposition vous êtes. Ça, c'est vraiment la location classique, qui est très intéressante fiscalement. Okay. Et donc, si on prend le cas donc, de la location saisonnière, on va se dire, donc, cette personne a un bâtiment qu'elle met en location saisonnière à 70-70 € la nuit, et que, on va dire, elle l'exploite, soyons même très sympas, 25 nuits sur 30 sur le mois, ce qui est déjà un très très beau taux de remplissage. Donc je ne sais pas exactement les revenus que ça nous fait, mais ça justement je demande au monteur de pouvoir le faire apparaître à l'écran. Comment cette personne va être taxée? Alors, l'administration va considérer différents types de revenus.
Donc une location courte durée, l'administration va considérer qu'il a un revenu immobilier, un revenu mobilier pour les meubles et les revenus divers, plutôt pour les prestations de services. On Donc, arrive à 1750 euros de Euros. revenus. Donc on a 1750 euros qui sont générés. Voilà. Donc tu disais, Donc pour le revenu immeuble, l'administration va considérer que c'est 60% du revenu total. donc sur nos 1750 euros qui Attends. sont générés, Ah, 60%. non, attends. Ah, je Non. suis Donc, un pour les naïf. Je revenus, me mets dans... voilà, pour les revenus immeubles, et les revenus immeubles, la base de calcul, c'est revenu cadastral indexé majoré de 40%. Donc la partie immeuble, l'administration va dire que ça considère 60% des revenus. Donc la formule de calcul, c'est le revenu cadastral, Donc disons, le revenu cadastral est de 800 euros par an. c'est ça, Ok. revenu cadastral indexé, Mhm. fois 1,40, fois 60%, ça détermine ça va avoir un certain montant qui va être imposé au Imaginons, taux on arrive à marginal. 1005, fois, on prend le pourcentage que tu dis, on revient à 800. C'est ça. Et donc, en fait, là, la base de calcul du revenu immobilier, c'est pas les loyers perçus, c'est le revenu cadastral. Ok. Par contre, pour les meubles, là, l'administration va dire c'est 40%. Et donc là, c'est réellement du loyer réellement perçu. Donc, si comptons ces 1750 euros par mois, ça va être 1750 euros par mois fois 12, moins 50% de frais forfaitaires, Mhm. fois 40% qui est la partie liée aux meubles, Ok, donc on demande au monteur là, de nous faire Voilà. tous les calculs. et imposé à 30%. Hein. C'est un revenu immobilier, l'impôt, c'est 30%. Ok. Ça, c'est pour la partie meuble. Puis, pour la partie prestation de services, l'administration va considérer que c'est 20% du montant réellement perçu. Donc, c'est le montant réellement perçu, fois 12, fois 20%, moins les frais déductibles. C'est-à-dire que si tu fais appel à un petit déjeuner à la boulangerie qui te facture des frais, ça viendra en déduction de la base de calcul, imposé à 33%. Donc, les revenus meubles, on prend 40% du montant réellement perçu, donc le loyer fois 12 fois 40%, moins 50% de frais forfaitaires imposés à 30%. Les revenus divers, c'est quoi? C'est le loyer perçu fois 12 fois 20%, qui est la quote-part pour les revenus divers, moins les frais réels déductibles, imposés à 33%. Donc les revenus divers imposés à 33%, les revenus meubles, on impose à 30%, mais on vient déduire 50% de frais forfaitaires. Et les revenus immeubles, la base de calcul, c'est le revenu cadastral non indexé, qui représente pour l'administration 60%. Est-ce que c'est clair? Ou je dois répéter? Non, ça va apparaître à l'écran et justement, Ok. ça sera expliqué pour venir soutenir également les propos que tu nous tiens et les informations précises que tu nous Ouais. partages. Mais donc, il y a quelque chose qui me semble important à signaler, c'est que d'un côté, on a une taxation qui est très faible, de l'autre, on a une taxation qui est plus élevée, mais on ne parle, lorsqu'on dit « je viens générer autant d'argent Ouais. par mois », en réalité que d'un chiffre d'affaires et C'est pas ça. d'un bénéfice, un chiffre d'affaires avant une imposition qui ne sera pas comparable à justement une imposition qui pourrait se faire comment dire, sur des revenus de location classique. Et d'ailleurs, on parle à ce moment-là de sophistes, des gens qui viennent un petit peu manipuler la réalité dans la manière dont elle est présentée, parce qu'on vient comparer d'un côté des pommes et de l'autre des oranges. C'est ça. Parce qu'on a vraiment des choses qui sont bien différentes, à la fois au niveau de la fiscalité, également des frais inhérents, j'imagine. Et là, je pense que en tant qu'expert comptable, tu peux nous aider à distinguer, mais c'est quoi la différence? Parce que ça peut paraître trivial, mais entre un chiffre d'affaires, 1750 euros, un bénéfice et ce qui nous reste réellement dans la poche. Alors, ce qu'il faut parler, donc, c'est le chiffre d'affaires, c'est quoi? C'est tous les revenus accumulés. C'est-à-dire, on ne regarde pas les dépenses, c'est vraiment ce que la société a généré comme revenu. Ici, on parle même d'un privé. Donc, le privé, il a généré 1750 euros. Voilà, ça, c'est son revenu. Après, le privé, il aura des dépenses. Donc, les dépenses, c'est quoi? C'est son précompte immobilier et une assurance. Qu'on aura dans le Par cadre défaut. également d'une location Que classique. tu auras également dans le cadre Mais dans la d'une location saisonnière, classique. on a des éléments supplémentaires qui viennent s'ajouter. C'est ça. Donc, dans la location classique, tu vas avoir des revenus, tu vas avoir des charges, tu vas avoir un bénéfice, mais on s'en fout. Pourquoi? Parce que l'impôt, c'est revenu cadastral indexé, majoré de 40%. Donc, que tu aies 1000 euros de charge ou 10 000 euros de charge ou 100 000 euros de revenus, on s'en fout. On se calcule sur Et revenu là, on cadastral. pourra du coup calculer vraiment combien il te reste dans la poche, sachant que, et ça, je C'est- vous renvoie à un autre épisode qu'on a fait, c'est que l'enrichissement dans l'immobilier, il est lié à l'amortissement du capital et non pas
au cash flow. C'est ça. C'est un épisode qu'on a détaillé. Mais donc là, on pourra calculer, eh bien, in fine, combien cette personne amortit de capital, donc dans quelle mesure elle s'enrichit, et également combien de cash flow il lui reste à partir du calcul que tu nous as présenté initialement. Et donc, dans le cadre de la location saisonnière. Dans le cas de la location saisonnière, il va avoir plus de frais. Donc, il va avoir un peu plus d'impôts, mais l'impôt n'est quand même pas démesuré. Mais il aura un peu plus d'impôts. Mais il aura beaucoup plus de frais. Donc, il a beaucoup plus de revenus. Mais les frais, ça va être quoi? Des frais, par exemple, une femme de ménage qui devra venir se nettoyer. Il va avoir les frais d'entretien du bâtiment, les couvertures, les papiers toilettes, enfin, les cadeaux, c'est de bienvenue. Donc, l'eau, l'électricité, le gaz. Et le temps passé. Il va avoir énormément de temps passé. Et des charges comme taxes de séjour également. Taxes de séjour qui dépend en fonction des différentes communes. Il va aussi avoir, si c'est des locations plus court terme de moins de 3 mois, il va avoir des frais comptables. Pourquoi? Parce que les locations vont être soumises à la TVA. C'est-à-dire qu'un revenu généré par du Airbnb, par exemple, pour 1060 €, ces 60 € qui représentent 6%, qui va être la TVA applicable pour un logement, doit être redistribué à l'administration. Alors, on demande au monteur de faire apparaître également. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? C'est qu'il y aura aussi, par exemple, des frais de comptabilité. Pourquoi? Parce qu'en fait, le propriétaire d'un logement Airbnb... Dieu sait que c'est cher. C'est pas cher pour l'argent économisé, normalement. Mais c'est vrai que il aurait une déclaration TVA à faire. C'est-à-dire que les loyers réellement perçus, il a 6% qui doit être reversé à l'État. Alors, à contrario, le propriétaire... est obligé de passer par un comptable pour faire... une déclaration TVA, oui. Pourquoi? Parce que si vous voulez bien la faire, oui. Parce que alors le comptable va vous permettre justement de déduire la TVA à l'entrée sur vos frais. Vous achetez du papier toilette, vous achetez une machine à laver, vous allez pouvoir récupérer de la TVA. Que si vous passez pas par un comptable, vous allez simplement payer la TVA de 6% et pas récupérer tout la TVA en gardant en tête que très souvent, on paye à la TVA, malgré qu'on peut... Oui, par défaut, on paye à la TVA. Ici, il y a encore une petite nuance, c'est que le logement est soumis à du 6%. Donc, on n'est pas soumis à du 21%. Et donc, on est un peu comme dans le secteur de la construction. Bon, le secteur de la construction, ils ont l'autoliquidation, mais je ne veux pas en parler. Mais en fait, comme par exemple sur les frais, principalement, par exemple, les frais de comptable, c'est 21%. Papier toilette, c'est 21%. J'en passe. Sur le logement, c'est que 6%. Donc, je veux dire, vous serez peut-être à l'équilibre. Vous serez peut-être à l'équilibre, mais c'est vrai, par défaut, une activité qui fonctionne, mais vous payez de la TVA. Pourquoi? Parce qu'il a normalement plus de sorties que d'entrées. Recette principale de l'État, d'ailleurs. Ouais. Et alors, à côté de ça, il faut aussi considérer les taxes prises par les plateformes. Le pourcentage pris, la commission prise par les plateformes. C'est ça, qui varie donc en fonction si tu passes par exemple par Booking ou par Airbnb. C'est aussi les taxes de séjour. Ça dépend c'est dans quel endroit tu te situes. Donc au final, il faut vraiment calculer la rentabilité dégagée par rapport à un logement classique, en sachant très bien que ça va demander aussi beaucoup plus de temps. Donc, oui, des fois c'est plus rentable, mais vous devez avoir du temps. Si vous n'avez pas de temps pour le gérer, ce sera mal fait et ça ne fonctionnera pas. Et ce temps qui représente en réalité donc, de l'argent, donc c'est vraiment, et je pense que c'est très important de pouvoir vraiment faire les calculs de façon précise et systématique. Et là, justement, je pense qu'un expert comptable peut éventuellement, pour une personne qui sera cliente, parce que je pense que on fait pas un comptable, tout comme un autre métier, travaille pas gratuitement, mais faire vraiment les calculs précis, ou peut-être même sur Internet, mais pour voir, OK, à la fin, combien il me reste dans la poche, parce que j'imagine que toi, en tant qu'expert comptable, tu es confronté à ce genre de situation, mais des gens qui confondent en réalité bénéfices et chiffre d'affaires. Et tu peux faire énormément de chiffre d'affaires si à la fin, ton bénéfice, tu peux être en perte. Tu peux à la fin ne plus avoir de bénéfice. Tu as juste fait circuler au travers de toi, telle une passoire, du flux de revenus, comme de l'eau dans une passoire qui s'écoule, et puis finalement qui disparaît à l'égout. C'est ça. Et ça peut arriver souvent, notamment, on a le cas quand des clients viennent nous voir, si comptons aux lois sociales, ils n'ont pas donné le montant du bénéfice, mais ils ont donné leur chiffre d'affaires, ils vont payer en loi sociale 20,5% du chiffre d'affaires, alors que normalement c'est 20,5% du bénéfice. Au final, ce n'est pas si grave que ça, on peut tout régulariser, et s'ils auraient trop payé, le remboursement des lois sociales aurait lieu dans les 2 ans. Mais ça prouve que des fois, certaines personnes ne comprennent pas bien la nuance entre le chiffre d'affaires et les revenus qui sont le bénéfice. Oui, les revenus qui te restent, voilà, c'est ça. Quand on dit un revenu net, c'est ton bénéfice, c'est pas ton chiffre d'affaires. Et puis, il faut bien distinguer ton bénéfice
avant ton impôt et ton bénéfice après l'impôt, après ton impôt. Et ça, c'est ce qui te reste réellement. réellement dans ta structure, ici, en l'occurrence, dans le cadre d'une personne physique. Euh, je disais que, à mon sens, et il y a également un élément qui est important à prendre en compte par rapport justement à la location saisonnière. C'est ce que je disais en début d'épisode, c'est le risque structurel. C'est-à-dire que c'est un risque, à mon sens, qui n'est pas suffisamment pris en compte. C'est le fait que de plus en plus de villes, il y a de plus en plus de volonté également à la fois de pouvoir public, parfois de lobbying de la part des hôtels, etc., de faire, enfin du secteur hôtelier, de faire disparaître ou de réduire ou de déterminer des modalités contraignantes pour la location courte durée. Et donc, si le modèle de génération de revenus d'un bien immobilier était basé sur un remboursement du capital grâce aux revenus générés par la location saisonnière uniquement, et que dans le cadre d'une location classique, ce n'était pas rentable, eh bien, on se retrouve face à une situation qui est problématique parce que on n'est pas, à mon sens, et peut-être toi tu as une expérience et un regard par rapport à ça, mais euh, dans une stabilité future déjà Ça déterminée peut changer. initialement. C'est vrai que ça peut changer parce que notamment tout ce qui, allez, les différents hôtels, eux, ils paient réellement l'impôt sur le bénéfice. Donc sur le bénéfice, c'est la totalité des loyers perçus par les locataires qui viennent une semaine, moins leurs frais, ça leur donne un bénéfice. Si vous faites un logement Airbnb, principal concurrent des fois de certains hôtels, comment vous allez être taxé? Je vous l'ai déjà expliqué. Donc principalement, c'est-à-dire 60% qui est lié au revenu immeuble, qui est très peu taxé, puisqu'on se base sur le revenu cadastral. Puis les revenus meubles, ça représente 40% des revenus, mais qu'on vient déduire 50% de frais forfaitaires, seulement imposés à 30%. Et puis les revenus divers, c'est 20% du loyer total perçu, moins les frais réellement déductibles, imposables à 33%. Donc c'est vrai qu'au niveau de l'impôt, un hôtel paiera plus d'impôts sur son bénéfice qu'un bénéfice dégagé par Airbnb. Et donc c'est vrai qu'il pourra avoir, comme tu dis, un espèce de lobbying en disant ok, le Airbnb c'est encore autorisé, mais on va peut-être augmenter la taxation pour que ce soit plus ou moins Ou alors ça devient justement interdit, ou le nombre de jours est limité, ce qui est le cas un peu dans comme on a eu plusieurs... aussi avec c'est les taxis allez, en France ou en Belgique avec les différentes plateformes concurrentielles des taxis. Et finalement, je pense que si l'État veut aller récupérer Ouais, de l'argent, il sera plus facile, à mon avis, de changer la fiscalité sur de la location saisonnière que tout de à la fait. changer sur l'ensemble de la location classique Tout à fait. en privé, vu que c'est quelque chose quand même qui est inscrit dans le temps, même si Voilà. potentiellement ça va changer un jour, mais qui est inscrit depuis longtemps, alors que peut-être la location saisonnière, ça fait moins longtemps et ça serait plus facile, et ça passerait peut-être mieux de Mais changer. c'est surtout que les gens qui ont peut-être des locations saisonnières vont pas aller monter dans la rue pour aller manifester, je pense, par défaut. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de prendre l'argent à ces gens-là que des gens qui en ont peut-être réellement besoin, même si ça ne veut pas dire qu'on fait de la location saisonnière, qu'on n'a pas besoin d'argent, mais je veux dire, il y a toujours ce principe-là. Il y a aussi comme par exemple une niche fiscale en Belgique, je fais juste une petite parenthèse, c'est sur la vente d'actions d'une entreprise qui ne sont pas taxées. Donc même si l'État taxe la vente d'actions, bah, je vois mal les dirigeants aller dans la rue pour se plaindre. Il y a toujours ce principe-là. Et donc vraiment, il y a effectivement, à mon sens, dans l'immobilier, rien n'est 100% blanc ou noir. Justement, il y a de la nuance et de l'analyse à faire C'est ça. dans un certain nombre de choses, que ce soit à la fois la matière fiscale, que ce soit le mode d'exploitation ou la stratégie initiale qui est prise dans le cadre de Tout à fait. l'investissement. Et on peut le voir, que je t'interromps, notamment au niveau de la déduction, par exemple, de l'emprunt hypothécaire pour la résidence principale. En fonction de l'année du crédit, vous avez une déduction différente. En fait, souvent, les gouvernements remanient un peu, c'est la fiscalité. Donc, quand nous, on doit faire une déclaration d'impôt, on doit toujours regarder à quelle date initiale le contrat avait été fait, parce que c'est une déduction particulière. Donc, chaque année, ça peut changer aussi en fonction des gouvernements. Donc en conclusion, on pourra dire que, je vous laisserai d'ailleurs conclure dans les commentaires, mais à mon sens, que l'immobilier en location courte durée n'est pas un saint Graal tel qu'il est vendu et présenté initialement, mais plutôt un mode d'exploitation alternatif et différent qui, à mon sens, hein, et ça ce n'est que mon avis, mais s'adresse en principe davantage à des gens qui ont
peut-être une résidence secondaire et qui veulent utiliser justement la location courte durée comme étant un moyen de réduire la mensualité éventuelle de leur crédit, de rentabiliser cette location, cette résidence secondaire, plutôt qu'un vecteur d'enrichissement, euh, d'enrichissement dans l'immobilier. Bien que ça puisse être utilisé temporairement, peut-être comme toi tu le fais, pour dire, si possible, de générer davantage de revenus qu'une location classique. Mais au final, tu le fais au travers d'une société, donc ce sont des éléments qui sont... Encore différents, qui sont qui sont considérés comme différents. professionnels, un peu comme un hôtel. Au final. Mhm. Je pourrais être considéré comme un hôtel. Je ne suis pas un hôtel, mais je paie le même impôt que. Si cet épisode vous a plu, mettez un like sous la vidéo. Également, partagez-nous vos commentaires sous la vidéo. Si vous avez des questions, Vincent se fera un plaisir de pouvoir y répondre. Et en ce qui nous concerne, on se voit dans un prochain épisode. Ciao.